l'investissement et la transformation et le coût engendré sous contrôle. Donc on va surtout se focaliser sur les modes enfin regarder comment ces applications sont déployées de manière traditionnelle et puis voir à quel niveau nous on est intervenu pour transformer légèrement ça et orienter un peu les modes de déploiement de ces applications pour avoir quelque chose d'un peu plus moderne et d'un peu plus réutilisable. Donc cette première slide, alors c'est quelque chose que vraisemblablement si vous travaillez au niveau des applications ou même du DevOps, vous avez déjà vu, c'est un pipeline, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc c'est vraiment une plateforme de build qui va livrer des artefacts applicatifs donc, qui sont représentés que j'ai représenté par un fichier zip en haut à droite. Et puis derrière, on a une plateforme de déploiement en fait, qui va récupérer ces artefacts-là et les pousser vers un pipeline CI/CD. Donc c'est quelque chose d'assez classique voilà, qu'on retrouve à partir du moment où vous continuez à faire du CI/CD. C'est des choses que vous aurez déjà vues. Alors, j'ai voulu insister un peu sur les problématiques qui sont engendrées quand on est sur ce mode-là et quand on n'est pas vraiment en mode DevOps. C'est-à-dire qu'on a une séparation claire entre la partie opération et la partie construction des applicatifs et build. Donc en fait, on voit que tous nos environnements des CI/CD, même s'ils se ressemblent, ils ont des légères différences. Alors les premières différences notables qu'on a tous en tête, c'est je vais avoir mes serveurs de prod qui vont être beaucoup plus puissants et beaucoup mieux équipés que mes serveurs de dev ou que mes serveurs de test. Pour des problématiques de coût, pour des problématiques de scalabilité, pour des problématiques de résilience, de sécurité, etc. etc. Donc ça veut dire qu'ils sont tous censés offrir le même service, mais qu'à certains moments, on va avoir des petites différences, notamment tout ce qui est règles de sécurité réseau, notamment tout ce qui est effectivement taille, nombre de CPU, taille de la RAM, etc., etc. Donc ça peut engendrer quelques problèmes. On peut découvrir également, on peut faire face à des problèmes lorsqu'on va promouvoir le même code d'environnement en environnement. Alors ça n'arrive pas tous les jours parce qu'effectivement les équipes Ops sont là pour ça. Mais voilà, ça peut arriver et même on a eu des cas également de dernier passage en prod où effectivement on se retrouve avec des problématiques parce qu'on est très basé sur des SOP, on était très basé sur des SOP, on était très basé sur des activités de configuration de la partie plateforme assez manuelles. Donc j'ai listé en fait quelques problématiques voilà, qui surgissent de manière régulière et quelques points d'intérêt en fait, qui nous a fallu adresser. Donc déjà, les artefacts des applicatifs, ils sont seuls. C'est-à-dire que quand on crée un package de livraison pour une application, on considère que la plateforme est indépendante de ça et on considère que ce fichier zip ou cet installeur ou quoi que ce soit va être capable de tourner sur notre plateforme. Donc ça peut être un problème, comme je le disais, si la plateforme n'est pas complètement équipée efficacement. Ensuite, donc on est dépendant de la configuration de la machine de run. Donc c'est vrai que par exemple si on a des applicatifs web, on va être tributaire des configurations DNS, on va être tributaire des versions d'OS, on va être tributaire des patching d'OS, on va être tributaire également des versions de runtime, du network, du DNS et de la disponibilité de tout ce petit monde-là. Et en plus, on est dépendant de la stabilité et de la standardisation. Donc c'est-à-dire qu'il faut que nos environnements de pipeline soient le plus proches possible les uns des autres et que ces configurations soient répétables. Et également, ce qui n'est pas du tout compatible avec une approche beaucoup plus DevOps, c'est que le support et l'ownership de ces infrastructures est complètement poussé vers les équipes opérationnelles et beaucoup moins vers les équipes applicatives. Donc le paradigme you build it, you run it n'est pas du tout suivi. Donc on a tous vu des petites guéguerres de ça tourne sur mon laptop, mais ça ne tourne pas sur le serveur, etc. etc. C'est des choses qu'on entend régulièrement. Donc comment on se rapproche d'un déploiement DevOps pour ces applicatifs qui livrent de manière assez traditionnelle, sans devoir investir des 1000 et des 100, voilà, en gardant un investissement sous contrôle et cependant en obtenant des qualités de livraison qui soient accrues. Donc chez Eurofins, on a choisi d'utiliser une approche légèrement différente et on a choisi de rapprocher nos plateformes de build de la construction de la plateforme Ops. Donc on a utilisé un outil qui s'appelle Packer,
donc vous avez peut-être, donc vous avez sûrement déjà entendu parler. C'est un outil de HashiCorp, donc c'est les mêmes personnes qui font Terraform par exemple. Et Packer, on l'utilise en fait en sortie de nos plateformes de build, de manière à pouvoir packager en même temps notre base applicative et l'injecter sans configuration dans une image de VM, donc qui va contenir effectivement toute la configuration de la plateforme et également les binaires des applicatifs ou la configuration de votre serveur applicatif, etc. Ce qui manquera juste, c'est la partie déploiement, donc la partie configuration. Donc, pour vous donner un exemple concret, on va pousser la même image vers les environnements de dev, de test, etc. Et on aura une solution de type Octopus ou vous pouvez utiliser également d'autres outils qui permettent de faire de la gestion de configuration. Et on va venir injecter en fait cette configuration dès que la VM va être instanciée et va tourner. Donc, on voit qu'avec cette approche-là, on arrive à standardiser, c'est-à-dire que nos mêmes images de VM vont être poussées à travers tous nos environnements. Elles seront toujours tributaires de leur écosystème, mais on peut également automatiser bon nombre de choses. On peut automatiser le fait qu'elles vont être enregistrées dans un domaine, on peut les connecter à un système de monitoring, on peut pousser les logs vers des systèmes type Log Analytics, etc. On peut s'assurer que les DNS sont bien liés à leurs endpoints, etc., etc. Donc, on obtient des images VM qui sont self-contained, donc elles n'ont pas de dépendance forte avec leur écosystème, c'est-à-dire qu'une VM qui va tourner dans une subscription ou dans un tenant Azure, si on la pousse sur un autre avec une configuration identique, normalement, ça doit s'aligner. On va avoir également de gros bénéfices au niveau de la standardisation. Donc ça veut dire que typiquement sur les premiers niveaux de build de ces VM-là, on va pouvoir injecter des solutions qui ont été sélectionnées au niveau du groupe, que ce soit au niveau sécurité ou que ce soit des policies type CIS policies. On va pouvoir également configurer les toolings de sécurité, etc., etc. Ensuite, on va pouvoir utiliser ces VM au niveau infra as code. Donc effectivement, on va pouvoir utiliser Terraform, on va pouvoir utiliser, par exemple, on va pouvoir utiliser bien sûr d'autres solutions d'infra as code. Et on va pouvoir, ça va faciliter également, comme je disais, l'intégration avec tout l'écosystème. Donc, pousser la VM dans le bon network, utiliser le bon DNS et le lier au bon endpoint, avoir des intégrations dans les domaines, avoir du monitoring, des CMDB et également utiliser des systèmes de gestion de secrets et de certificats. Et puis, on voit que comme la plateforme de build prend également en charge maintenant le build de ces images VM, on va pouvoir avoir une meilleure collaboration entre les équipes Ops et les équipes de développement, puisque le produit final, et le livrable final de ces équipes-là ne va plus être juste un zip ou un ensemble de fichiers zip, mais plutôt une image VM, donc qui va également inclure une partie plateforme. Et puis, il y a une dimension qui est un peu plus accompagnement au changement pour ces équipes en charge d'applicatifs legacy. Traditionnellement, dans les infra on-prem, on a tendance à garder ces VM live très très longtemps et à les chouchouter. On les patch, on les reboot, on fait tout un tas d'opérations de maintenance sur ces VM. Là, avec cette approche-là, comme une nouvelle version applicative va nécessiter une nouvelle version de VM, ça veut dire que ces VM vont continuellement disparaître et être recréés. Donc on passe d'un mode cattle, d'un mode pet à un mode cattle, c'est-à-dire que nos VM ont une durée de vie assez courte. Pour les équipes legacy, c'est d'abord un choc. On a eu des réactions assez fortes de comment je vais pouvoir faire travailler mon application si les adresses IP changent tout le temps, par exemple. Mais en fait, avec l'expérience, ils arrivent maintenant à gérer ça de manière transparente et ça les amène également à se rapprocher d'un mode un peu plus container. Donc c'est à pouvoir faire de la scalabilité horizontale par exemple, utiliser des load balancers, etc., etc. Donc on voit que
ça permet de mettre un premier pied en fait sur les applications plus actuelles, type microservices, type Kubernetes, Docker, etc. Tout ce que vous avez vraisemblablement dans vos écosystèmes et qui correspondent à des applications beaucoup plus récentes. Alors ça ne se fait pas sans peine, bien sûr. Hein. Il y a quand même, je ne suis pas en train de vous vendre qu'il y a zéro impact sur ces applicatifs-là. Un exemple que je peux vous donner, c'est par exemple la gestion des logs applicatifs. Traditionnellement, ces applications legacy vont avoir tendance à loguer sur les disques des VM, sachant que les VM vont disparaître et être créés. Si on laisse les logs à cet endroit-là, on perd tous les logs, on perd tout l'historique. Donc il faut aussi penser à utiliser des frameworks de login qui vont permettre d'aller alimenter des sources, des destinations externes, type Log Analytics ou des storage accounts ou ce genre de choses. Il faut vraiment sortir les logs des VM. C'est un impact parmi tant d'autres, mais on n'a pas aujourd'hui eu d'impact vraiment significatif sur le code applicatif en lui-même. On a même, par exemple, on a des applications qui utilisent encore des protocoles Kerberos pour la partie authentification. Avec cette approche-là, on est capable d'enregistrer des VM dans des domaines et on est capable de travailler avec des service accounts traditionnels, etc. etc. Donc, alors, je voulais vous parler un peu de notre environnement en tant que tel. Donc, j'ai pris l'exemple de ce qu'on fait sur Azure. J'espère que vous arrivez tous à lire et que le diagramme n'est pas trop petit. Donc concrètement, la partie du haut, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. On a un système de build par étapes, c'est-à-dire qu'on va avoir des premières versions d'images qui vont être construites par exemple par les équipes en charge de la sécurité. Et ces images vont être réutilisées en interne par les équipes applicatives pour venir installer leurs applications et leurs configurations par-dessus. Donc on va stocker ces images dans des galeries, Compute Gallery du côté d'Azure. Et ensuite, on peut déployer dans le même tenant, on peut déployer dans des subscriptions différentes. Et on peut également faire du déploiement cross-tenant avec les bonnes configurations, notamment en prenant en compte la partie multi-tenancy sur les app registration dans Azure, si ça vous parle. Voilà, pour paraphraser Linus Torvalds, c'est bien beau de parler, mais à quoi ça ressemble concrètement ce code-là, ce code Packer. Donc en fait, si vous êtes familier avec l'infra as code, c'est du HCL, donc c'est vraiment le métalangage poussé par HashiCorp. Ça s'apparente à du JSON avec quelques petites subtilités. Donc concrètement, sur la partie gauche, vous voyez comment, c'est la configuration qui permet de construire un premier niveau de Golden Image. Donc c'est typiquement là où on va venir injecter nos sécurités, nos CIS policy, etc., etc. Et ensuite, sur la partie droite, vous avez des exemples de scripts qu'on peut lancer. Donc vous voyez, par exemple, on peut relancer la machine, on peut jouer du PowerShell si on est sur même si on est sur une machine Linux d'ailleurs. Dans ce cas-là, c'est une machine Windows. Donc on peut vraiment venir faire toute la configuration. Si on a des agents de déploiement par exemple, si vous utilisez Octopus, on peut également venir les déployer à ce moment-là. On peut vraiment configurer la machine comme on l'aurait fait dans un monde un peu plus legacy et venir injecter des patchs, venir injecter tout ce qu'on souhaite sur l'image de base. Ça, c'est un petit exemple, juste un tout petit exemple de comment on va venir injecter une application. Donc là, vous voyez qu'on prend une source externe, on vient juste injecter un fichier index HTML sur la partie, à la racine de ZIS dans Windows. Donc c'est un exemple tout bête, mais on peut également venir déployer d'autres applications, on peut créer des application pools, on peut associer la machine à des accounts, on peut gérer des certificats, on peut faire tout un tas de choses. En plus de ça, pour compléter un peu mon propos là-dessus, sachez que nous, par exemple, on utilise également des solutions type Vault, HashiCorp Vault. Donc on a nos agents Vault qui vont venir être déployés sur les images, sur les premiers niveaux d'images. Et la configuration de ces agents Vault sera complétée par la suite par des seconds niveaux ou troisième niveau de build. On fait pareil avec les Tentacle Octopus, donc qui vont nous permettre après de venir configurer les applicatifs. On a automatisé la gestion des secrets des certificats, par exemple. Voilà, donc c'est des choses qu'on peut faire. Donc on n'a plus du tout à toucher à ces machines pour venir changer un certificat, changer des credentials pour accéder à une base de données, par exemple. C'est des choses qu'on ne fait plus
Enfin, on a encore bien sûr dans notre écosystème, on a encore des choses où il faut le faire manuellement, mais avec ce système-là, on n'y touche plus du tout. Voilà. Et ben, je suis pas mal au niveau du temps. Vous êtes même très bien. Nous avons encore Voilà. quelques instants si vous le souhaitez. Ouais. Et du coup, ça c'est un dernier exemple. C'est vraiment comment, ça c'est du code Terraform. Donc comment on instancie une VM et comment on la pousse dans dans une subscription Azure. Et ensuite la magie opère. Voilà. Si jamais on a encore 2 minutes, des questions. Ouais, si vous avez Voilà, des questions, j'en profite. Alors il ne m'entend pas avec le casque, mais je viens de lui. Si vous souhaitez lui poser des questions, peut-être. Questions, remarques. Pour celles et ceux qui suivent cette présentation, pas de questions particulières? Oui. Ouais. Bonjour. Bonjour. J'aurais juste une question parce que vous entendez. Ah oui, t'as pas le casque. Ouais, ok. alors, ça va pas aider. prends Effectivement. celui-là. Ouais, bonjour. Vous entendez? Vous entendez là ou pas? Ouais, c'est Ouais, bon. ok, super. Donc Alexandre Barbier, Airbus Hélicoptère, j'avais une question par rapport à ce que vous venez de présenter. Quand vous décrivez un petit peu votre pipeline, quand vous décrivez votre mode de déploiement, moi ce que je constate c'est que c'est très ciblé sur un environnement applicatif qui semble isolé en fait du monde extérieur. Alors vous dites bien qu'il y a la partie DNS, networking, etc. Maintenant j'imagine que ces applicatifs eux, ont tendance à dialoguer quand même avec des systèmes externes. Qui peuvent être n'importe quel autre système avec la master data, etc., qui est stocké à l'extérieur. Comment est-ce que dans ce pipeline-là, est-ce que vous êtes arrivé à automatiser aussi ces interconnexions, la gestion des firewalls éventuellement au milieu? Est-ce que vous êtes à ce niveau-là ou est-ce qu'aujourd'hui vous y travaillez? Alors, c'est une vaste question. Donc la partie networking, oui, on y arrive. On a automatisé tout ce qui est firewall, toutes les policies sont dans Terraform. Donc vraiment, en fait, on a un premier niveau de déploiement d'une plateforme qui prend en compte toutes ces problématiques-là. Donc sur un modèle hub and spoke, on a un firewall, on va avoir un firewall, on va avoir un front door qui va intercepter les requêtes HTTP, les rediriger. Tout le networking est fait, donc VNet peering, etc., etc. On génère tout ça. La partie DNS également. Donc chaque applicatif reçoit un DNS propre qu'elle va pouvoir alimenter avec on a un système de DNS par strat. Donc voilà, chaque niveau dans notre hiérarchie de workspace Terraform va définir une partie de DNS et les applicatifs vont recevoir vraiment la base. Elles vont pouvoir venir créer mon appli, .dev, ce qu'on veut. Donc cette partie-là est gérée. Ensuite, la partie intégration. Alors effectivement, on injecte beaucoup de configurations aujourd'hui. C'est-à-dire que dans Octopus, on réutilise nos projets qui étaient définis avant pour la partie legacy. Donc c'est vrai que toute la définition des services distants, donc les URL des services distants par exemple, tout ça c'est injecté par configuration aujourd'hui. Mais on a un projet justement d'utiliser plutôt des solutions de service mesh, service catalogue, service registry, donc type Consul par exemple chez HashiCorp, qui vont nous permettre en fait d'abstraire tout ça et d'arriver, alors on se donne des objectifs, on va dire plutôt 2024, d'arriver à réduire notre configuration vraiment au minimum et d'avoir ce middleware qui viennent en fait qui viennent gérer cette configuration là. Donc on tapera toujours la même API, la même URL, mais on ira taper des services distants différents derrière. Merci Luc. Merci Luc. Merci à notre cloud architecte Eurofin. Merci infiniment pour cette présentation.